l'espace de Carrefour des Amériques par Marcel Quillévéré, une coproduction des médias francophones publics. Le Rio de la Plata, la musique et le monde, 37e épisode, le compositeur brésilien Aitor Villa-Lobos en Argentine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans nos pérégrinations sud-américaines. Aujourd'hui, nous allons faire un important détour par le Brésil. Le Brésil des grands espaces, des forêts, des fleuves. On connaît l'inimitié qui existe depuis toujours entre l'Argentine et son grand voisin, heureusement amortie par la présence de l'Uruguay qui les sépare. Or, en 1934, pour la première fois, les intérêts politiques des deux gouvernements convergent. Depuis 1930, c'est Getúlio Vargas qui dirige le Brésil d'une main de fer avec l'appui d'une très grande partie de la population. En Argentine, Irigoyen et le général Uriburu avaient été tentés tous les deux par ce genre d'autoritarisme. Leur successeur, le président Justo, a lui aussi beaucoup d'affinités avec le caudillo brésilien. Il profite de la 5e conférence commerciale panaméricaine qui a lieu cette année-là à Buenos Aires pour faire de Getúlio Vargas et du Brésil les invités d'honneur de l'Argentine. En 1934, le Brésil vient de perdre l'un de ses plus grands musiciens, Ernesto Nazaré, que Villa-Lobos avait beaucoup soutenu. Darius Milhaud l'avait découvert à Rio de Janeiro en 1917, alors qu'il jouait dans le hall du grand cinéma Odéon. En 1934, Ernesto Nazaré a 71 ans. Il est atteint de surdité depuis plusieurs années, et puis il souffre de troubles mentaux importants et il doit être interné. Le 1er février 1934, il parvient à s'enfuir de l'asile psychiatrique. Il se perd dans les bois alentours et on le retrouve noyé dans un étang le 4 février. Il est enterré à la sauvette le lendemain sans que les Brésiliens soient vraiment informés. Ce jour-là, il faut dire que tout le monde est dans la rue. C'est le début du carnaval de Rio, ce carnaval que Nazaré avait toujours eu en horreur.
Le grand pianiste argentin Luis Ascot interprétait Escorregando, la glissade d'Ernesto Nazaré. Signalons au passage que Luis Ascot a enseigné le piano de nombreuses années au Conservatoire de Genève. En 1934, en Amérique du Sud, la civilisation guarani est plus d'une fois à l'honneur. Le compositeur argentin Gilardo Gilardi, très lié au groupe de rénovation musicale, s'est inspiré d'anciens mythes guarani en composant son opéra La légende de l'oiseau Urutaú, créé le 25 octobre au théâtre Colonne. L'action est transposée au temps de la conquête espagnole au milieu de la forêt vierge de la région de Misiones aux confins du Brésil. Dans beaucoup de ces récits guaranis, les personnages se muent en animaux ou en plantes magiques pour vivre des amours qui leur sont interdites. En l'occurrence, un cacique indien s'oppose aux amours de sa fille avec le fils d'un ennemi et lui ordonne de ne plus le voir. Elle disparaît aussitôt. Tous partent à sa recherche en suivant le chant plaintif d'un oiseau Urutaú. En apprenant qu'on a tué son amant, la jeune fille se transforme peu à peu, sous leurs yeux, en un bel oiseau qui s'envole vers les cieux. Les danses de l'opéra sont restées au répertoire des concerts.
Danse de l'opéra La légende de l'oiseau Urutaú de Gilardo Gilardi, l'orchestre de la ville de Salta dirigé par Miguel Gilardi. Le voyage du président brésilien Getúlio Vargas est prévu pour le mois de mai 1935. Le compositeur Aitor Villa-Lobos est invité à cette même date au Théâtre Colonne de Buenos Aires. C'est son deuxième voyage en Argentine. Il était déjà venu en 1925, il avait alors 38 ans, mais cela était passé un peu inaperçu. Il venait de participer à la Semaine d'art moderne de São Paulo 3 ans auparavant, qui avait apporté une bouffée d'air frais dans le monde musical très figé du Brésil. Mais les échos étaient arrivés quelque peu assourdis à Buenos Aires. C'est son séjour à Paris, en 1923 et en 1924, qui avait attiré l'attention des Argentins, impressionnés par l'accueil si chaleureux que lui avaient réservé les Français. Le premier concert entièrement consacré à ses œuvres avait eu lieu le 30 mai 1924 à la salle des agriculteurs de la rue d'Athènes. Arthur Rubinstein avait interprété les enfantines, A Prole e do Bebê, la famille de bébés. Et le nonetto, pour instrument avant, piano, percussion et chœur, avait été encensé par la presse, avec ce sous-titre évocateur, impression rapide de tout le Brésil. Dernier épisode du Nonetto de Villa-Lobos par le chœur et l'ensemble Concert Arts dirigé par Roger Wagner. Villa-Lobos avait quitté Paris en octobre 1924. À Buenos Aires, l'association wagnérienne et la Société culturelle de concert l'avaient alors invité à venir diriger ses œuvres de musique de chambre en juin 1925 et à créer par la même occasion le fameux Nonetto que les Parisiens avaient tant aimé.
Le premier concert a lieu le 1er juin dans le salon Argentina, près de la grande avenue Corrientes, et le deuxième au Grand Théâtre Odéon, où a lieu cette création. Au programme des concerts, il y avait aussi le deuxième trio pour violon, violoncelle et piano, plusieurs mélodies dont certaines en français, le chorus numéro 2 et le quatuor symbolique pour flûte, saxo, célesta, harpe et chœur de femmes. Enregistré en 1940, Elsie Houston soprano, le chœur de femmes de la Schola Cantorum de New York et le Brazilian Festival Quartet, dirigé par Hugh Ross, dans le deuxième mouvement du quatuor symbolique de Villa-Lobos. En décembre 1926, le compositeur brésilien repart à Paris grâce au mécénat d'un grand industriel. Et cette fois, il arrive en territoire conquis. Il crée en France plusieurs de ses chorus, notamment l'impressionnant numéro 10, intitulé Rasga o Coração, qui déchire le cœur. Puis il part à Amsterdam, où il crée son Momo Precoce, le roi des enfants du carnaval de Rio, pour piano et orchestre, avec en soliste Magda Taliaferro. Il se taille dans la presse une image de compositeur sauvage, tellurique et aventurier qu'il va beaucoup cultiver. Fin mai 1930, il retourne au Brésil avec en tête un projet d'éducation musicale pour l'ensemble du pays, mais il arrive en pleine révolution. Des militaires venus du sud portent au pouvoir un grand propriétaire terrien, Getúlio Vargas. Villa-Lobos veut retourner en France aussitôt. Or voilà que son projet intéresse un des proches de Vargas, qui le nomme par la suite superintendant de la culture musicale et artistique. Il porte alors à bout de bras la création de chorales à travers tout le pays, avec des concerts gigantesques réunissant dans des stades des chanteurs venus de toutes les régions. Le 17 mars 1934, il dirige à Rio le ballet Juripari, conçu et créé par Serge Liffard sur la musique du chorus numéro 10. Le succès est tel que Serge Liffard le reprend l'année suivante à la Salle Pleyel à Paris.
Le choro numéro 10, Rasga o Coração, qui déchire le cœur de Aitor Villa-Lobos, la Schola Cantorum de Caracas, l'orchestre symphonique Simón Bolívar, sous la direction du chef mexicain Eduardo Mata. En 1935, c'est donc un Villa-Lobos devenu un véritable héros national brésilien qui débarque à Buenos Aires, invité par le théâtre Colonne à diriger 2 concerts les 4 et 11 mai. Ce qui coïncide bien sûr avec le voyage du président Vargas en Argentine. Au programme, la 7e symphonie de Beethoven, le concerto grosso de Juan José Castro, l'Alborada del Gracioso de Ravel et plusieurs de ses œuvres, telles que le ballet Amazonas de 1917, le Momo Precoci avec le pianiste argentin Almicarelli et les Baquianas Brasileiras numéro 1 pour orchestre de violoncelle. Aitor Villa-Lobos, à la tête des solistes de l'Orchestre national de la radiodiffusion française, dirigeait ici l'introduction à Embolada de la première de ses Baquianas Brasileiras. Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quillivéret pour les médias francophones publics. En 1917, il avait été impressionné par les ballets russes de Serge de Diaghilev, alors en tournée au Brésil et en Argentine, notamment par l'Oiseau de feu de Stravinsky. C'est dans ce sillage qu'il avait composé cette année-là son poème symphonique Amazonas et son ballet Uirapuru.
En 1935, il le révise car il va enfin être créé dans de merveilleuses conditions sur la scène du théâtre Colón de Buenos Aires. La première a lieu lors d'une soirée de gala le 25 mai 1935, date anniversaire de la Révolution de mai, en présence du président argentin Agustín Pedro Justo et de son invité d'honneur, Getúlio Vargas, président du Brésil. Le ballet, chorégraphié par Ricardo Nemanov, est représenté ce soir-là avant l'opéra Carmen de Georges Bizet avec les deux danseurs étoiles Michel Borowski et Dora del Grande. Après l'oiseau Urutaú d'Argentine, voici donc l'oiseau Uirapuru des forêts brésiliennes sur la scène du Colón. Le ballet remporte un franc succès et Villa-Lobos, dans cette musique aux accents stravinskiens mais totalement assimilés, fait entendre les chants d'oiseaux et la grande symphonie des forêts et des fleuves du Brésil, une musique latino-américaine dont le compositeur argentin Alberto Ginastera, qui a alors 19 ans, va s'inspirer dans son premier ballet.
Isaac Karabchevski à la tête de l'orchestre symphonique de São Paulo dans le ballet Uirapuru d'Aitor Villa-Lobos. En 1935, dans la saison de concert, 2 chanteuses françaises sont de retour à Buenos Aires, Jeanne Báthory et Ninon Wallin. Jeanne est arrivée la première en juillet, accompagnée du pianiste et compositeur Jean Wiener. Invités tous les deux par les compositeurs du groupe de rénovation musicale, ils donnent plusieurs concerts dans la salle de l'Association des Amis de l'Art, rue Florida, où Jeanne interprète les blues chantés de Wiener. Puis c'est Ninon Wallin qui vient donner un récital au Théâtre Colonne le 4 octobre, acclamé par ce public qui l'adore. Cette année-là, elle ne chante pas d'opéra. C'est 3 jours plus tard que le pianiste argentin Francisco Amicarelli, qui a été un des maîtres de Martha Argerich, rend hommage à Jean Wiener en créant sa sonate syncopée dans la même salle de la rue Florida. Denis Pascal interprétait la sonatine syncopée de Jean Wiener. En 1935, Carlos Gardel est à New York, où il tourne en février son dernier film, Tango Bar, avec la collaboration de son scénariste favori, Alfredo Lepera. C'était juste avant sa dernière tournée qui lui coûtera la vie en Colombie au mois de juin. Le personnage de Tango Bar est très inspiré de sa propre vie. Un Argentin qui s'est ruiné en pariant aux courses hippiques veut repartir à zéro et embarque pour l'Espagne. Sur le paquebot, il est très ému en rencontrant en 3e classe un groupe d'Espagnols qui dansent et chantent des musiques de leur région d'Aragon. Il se joint à eux et interprète pour la première fois une jota, Los ojos de mi moza, les yeux de ma belle. Arroyito de mi aldea, a ti te puedo contar. Arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la vieron una lágrima derramar. Una lágrima derramar, arroyito de mi aldea.
On connaît la passion de Carlos Gardel pour l'opéra et l'amitié qu'il avait liée avec la soprano française Ninon Wallin. Mais en 1935, Ninon est remplacée sur la scène du Théâtre Colonne par la soprano belge Vina Bovy, qui reprend ses rôles fétiches, la Manon de Massenet et la princesse de Marouf d'Henri Rabault. Vina Bovy avait fait ses débuts au Théâtre Colonne en 1927. En 1935, elle est au sommet de sa carrière et elle est très applaudie aussi dans La Somnambule de Bellini et Faust de Gounod. Elle revient aux Colonnes en 1936 et interprète la Traviata de Verdi avec Georges Thill, un rôle qu'elle reprend avec lui peu après à l'Opéra de Paris, où ils sont enregistrés ici tous les deux. Vina Bovy et Georges Thill avec l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris dirigé par François Ruhlmann dans la Traviata de Giuseppe Verdi. Ces années-là, les boléros mexicains et cubains sont sur toutes les ondes dans le Rio de la Plata. C'est le ténor Alfonso Ortiz Tirado, spécialiste du genre, qui arrive le premier en Argentine en 1934. Ortiz Tirado était un médecin très réputé au Mexique, jusqu'au jour où il décide de chanter de l'opéra et surtout des chants populaires où il excelle et que le public adore. Inconnu en Argentine, il attire peu de monde. Il décide alors d'inviter à ses concerts les personnes âgées et les vendeurs de journaux à la criée qu'il annonce partout. Du jour au lendemain, Buenos Aires l'acclame et en fait le roi des chanteurs mexicains. Il met alors à son répertoire le tango Clavel del Aire, comme un œillet dans le vent, de Juan de Dios Filiberto, sur un texte du poète uruguayen Fernán Silva Valdés. Un tango où l'amoureux éconduit se compare à l'arbre argentin par excellence, l'arbre ombu, toujours solitaire dans la campagne. Elle était comme un œillet dans le vent. J'ai beaucoup pleuré quand elle est partie, et je suis resté seul comme l'arbre ombu. C'est le vent de la pampa qui l'a emporté. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, oh cuánto lloré, porque me dejó. Así era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú,
solito y sin flor, así era yo, y presa del dolor los años viví, igual que un ombú en esta región, y mi ramazón secándose iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Una ave cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. Viajero, viajero maldito, el pago cruzó. En brazos del se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. Cruzó fue el viento pampero que se la llevó. Le Mexicain Alfonso Díaz Tirado et l'ombú, le grand arbre argentin seul au milieu des champs. Fernán Silva Valdés, poète très aimé des Uruguayens, était né en 1887. Il a été élevé en pleine campagne et elle a été son thème essentiel. Il a plusieurs fois collaboré avec des compositeurs comme Luis Cluso Morte et Matos Rodriguez, l'auteur de la Comparsita. Il a souvent dit que quand il allait à cheval, il avait toujours en bandoulière les poèmes du gaucho Martín Fierro. Comme beaucoup de poètes populaires uruguayens, il a souvent chanté l'exode des gauchos qui laissaient derrière eux leurs ranchos, leurs cabanes abandonnées dans la campagne. Le rancho est resté seul au milieu de la pampa. Son toit regarde vers le ciel. On dirait deux mains croisées qu'il implore. Luis Cluso Morte en a fait un de ses plus beaux leaders. Pobre lo han dejado solo, perdido en medio del campo. Sus techos al cielo apuntan, por eso me hacen pensar en dos manos que se juntan. En el momento de orar,
el suelo, lo llama el barro de abajo y luce un nido de hornero en el extremo de un palo. Ha de pasar un viajero y al ver el nido dirá: rancho, te queda un hornero. Pero ni el hornero está. Deux œuvres du compositeur uruguayen Luis Cluso Morte, successivement une valse interprétée par Poliferman et son lead El Rancho Solo, chanté par Walter Mendeguilla avec Mercedes Oliveira au piano. Le 29 novembre 1935 est fondée à Buenos Aires une radio toujours très écoutée aujourd'hui, la Radio El Mundo, qui couvrait pratiquement tout le territoire. Pour l'inauguration, plusieurs artistes internationaux avaient été engagés, et notamment des chanteurs de boléro, qui, malgré la réticence des chanteurs de tango, avaient acquis une audience énorme en Argentine. Alfonso Ortiz Tirado avait eu tant de succès qu'il avait alors proposé de faire venir un autre ténor mexicain, Juan Arvizu, qui était devenu une gloire de la musique populaire. Le soir de son concert à la radio El Mundo, c'est un véritable délire à la fin de sa prestation. C'est ainsi que le Mexique a été l'initiateur de la chanson romantique et du boléro en Argentine dans les années 30. Juan Arvizu avait 35 ans. Il avait débuté dans l'opéra après ses études dans la capitale Mexico, puis très vite il s'était consacré à la chanson populaire et était devenu un interprète adoré du public. Le tango avait même trouvé en lui un interprète exceptionnel. Après son succès en Argentine en 1935, la compagnie de disques RCA Victor l'invite à New York. Il revient 9 ans plus tard. Au théâtre, le public de Buenos Aires se précipite alors chaque soir sur la scène pour le remercier. Cette année-là, il décide de s'établir en Argentine. Juan Arvizu est mort à Querétaro au Mexique en 1967. de sangre pude escribir la historia de este amor sacrosanto que tú hiciste nacer. Con lágrimas de sangre pude comprar la gloria y convertirla en verso y ponerla a tus pies, y convertirla en verso y ponerla a tus pies. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarró el alma como una fiera en celo. Y no sé lo que quiero, porque te quiero a ti. Aunque tuve
de tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí. Hoy me desgarró el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te quiero a ti y no sé lo que quiero porque te quiero a ti. Nous avions commencé au Brésil et c'est au Mexique avec le pianiste Cyprien Katsaris et le ténor Juan Arvizu qu'on se dit au revoir et qu'on se donne rendez-vous dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Éric Boisset que l'on peut écouter et réécouter en podcast. Cet été, les grands entretiens s'invitent dans la vie d'un musicien. 5 chapitres pour suivre le parcours d'un artiste où l'on prend le temps de revenir aux sources d'une vocation, de découvrir une vie dédiée à la musique et à ses jardins secrets. Vladimir Cosma, Thomas Sampson, Barbara Hannigan, entre autres, se prêteront à ces entretiens du lundi au vendredi à 12h30 sur Espace 2. Espace 2.